Bonjour à tous et bienvenue. 2017 s'ouvre devant nous. Les élections communales de 2018 approchent à grands pas. L'occasion pour nous de nous poser la question de la santé des finances communales. Situation évidemment variable, commune par commune précisément. Et nous avons invité 4 grands argentiers pour débattre de la question. Je vais vous les présenter directement avec d'abord Benoît Pitance. Bonjour, vous êtes échevin des finances de la ville de Verviers. Maurice Fillon, bonjour. Vous êtes bourgmestre de Baleine, mais vous assumez aussi les fonctions d'échevin des finances. Jonathan Chanteux, vous êtes échevin des finances à Limbourg. Et enfin, Marie Montville, bonjour. Vous êtes échevine des finances de Stoumont. Alors, on va essayer de procéder par ordre dans ce dossier, mais peut-être d'abord un premier tour de table pour nous donner peut-être une première perception de l'état des finances de vos communes respectives. Alors, ça se passe comment dans chacune des communes? Plutôt bien, moyen ou pas bien pour Verviers? Verviers est sur une tendance positive. Donc on a le budget, la stratégie que Verviers a mis en place, c'est maîtriser ses dépenses de personnel, maîtriser ses dépenses de fonctionnement pour justement pouvoir réinvestir parce que notre ville en a grand besoin. Donc notre dette est maîtrisée, on est en dessous de la moyenne wallonne en matière de charge de dette, mais la volonté du collège a vraiment été de dire maîtrisons ce qu'on peut maîtriser, donc nos dépenses, pour pouvoir réinvestir avec un budget d'investissement, ce qu'on appelle dans le jargon le budget extraordinaire, de 23 millions d'euros, donc qui est conséquent et qui va permettre aussi de remettre de l'essence dans la machine Verviers qui en a bien besoin. Ça, le budget d'investissement, souvent dans une commune, c'est la vision de l'avenir, on peut le dire comme ça. Oui, c'est ça. Donc on a besoin d'investissements dans une commune, des investissements dans les bâtiments communaux, des investissements dans les voiries, des investissements dans les écoles, ils sont de plusieurs ordres. Et donc c'est vraiment ce qui permet à une ville de vivre. On a besoin d'investissements. Alors évidemment, les investissements pour une ville ne sont pas comme une entreprise où on regarde la valeur ajoutée financière. La valeur ajoutée d'un investissement, elle peut être aussi en termes de service aux citoyens, elle peut être en termes de qualité de vie, elle peut être plus large que ça. Donc il faut voir l'investissement au sens large. Et nous avons à Verviers un grand besoin de nouveaux investissements. Et c'est vraiment la ligne directrice que nous avons choisie. Maurice Fillon, ça se passe comment alors à Baleine? Monsieur Hotmans, moi j'ai deux approches. Je veux dire une approche générale des finances communales, c'est-à-dire que voilà, je suis bien conscient, et tous ceux qui gèrent les finances dans une commune sont bien conscients qu'ils sont en première ligne. Donc nous sommes appliqués, nous sommes confrontés quotidiennement à la réalité. Vous savez que les gens sont très, très soucieux de la santé financière de la commune. Et comme nous sommes en première ligne, nous sommes confrontés à une gestion quotidienne. Donc, immédiatement, quand il y a un signal qui passe à l'orange, on est en mesure de réagir. Vous savez, c'est un budget communal, ça n'a pas la lourdeur d'un budget d'un État ou d'une région. Donc, c'est un monitoring permanent, une veille permanente sur le budget. D'autant plus qu'au collège, on est très conscient qu'on doit rester sur une ligne positive au niveau des finances communales. En ce qui concerne les finances communales de la commune, vous avouez que je suis assez satisfait puisque le budget a été voté à l'unanimité lors du dernier conseil communal, que ce soit le budget ordinaire et extraordinaire. Nous avons des réserves assez conséquentes. Donc, je peux voir l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Mais néanmoins, je crois quand même qu'il y a un bémol. Je crois que ce sera évoqué ici au niveau du débat. C'est les dépenses en matière de transfert. Oui. Ça, ce sont peut-être des dépenses qu'on maîtrise un peu moins bien. Mais globalement, au niveau des finances, je vous dis, nous, on a un boni ici encore assez conséquent, 900 000 euros à l'exercice propre, enfin, à boni, à exercice cumulé, pardon. On a des réserves qui s'élèvent à 900 000 euros. Ça, c'est peut-être un peu moins perceptible pour les gens, mais c'est aussi le fait que, par le passé, on avait un boni cumulé beaucoup plus important, mais on pouvait se permettre, quand on avait une année difficile, on pouvait se permettre d'aller en déficit à l'exercice propre, épuiser dans ses réserves, ce qu'on ne peut plus faire maintenant. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on a fait glisser une partie du boni vers les réserves. Pour avoir des variables d'ajustement à certains moments. De votre côté, Jonathan Chanteux, ça se passe comment à Limbourg? Ça se passe bien. On a essayé, quand on est arrivé en 2012, d'essayer de trouver des solutions parce que la situation à ce moment-là a été compliquée. Il a fallu assainir un maximum les choses. On a énormément travaillé sur les différentes dépenses, fonctionnement, transferts personnels, de manière à pouvoir recréer une base qui soit stable pour pouvoir arriver à de multiples choses. La première chose, c'est évidemment de pouvoir avoir toute une série de nouveaux projets et de pouvoir investir de manière à faire en sorte que la bourg puisse se développer sans
sans pour autant venir perturber les moyens qui sont actuellement mis à disposition de Limbourg pour qu'elle puisse continuer à fonctionner normalement. Ensuite, l'objectif était évidemment de de créer une base stable pour ne plus devoir augmenter les taxes comme ça a été le cas par le passé. Les taxes à Limbourg sont stables maintenant depuis 4 ans et ça, je pense que c'est une bonne satisfaction pour le collège actuel et ça permet évidemment de ne pas aller appauvrir les gens en allant chercher de l'argent supplémentaire dans leur poche. Et alors, de la même manière qu'à Baleine, on a essayé de pouvoir créer des réserves de manière à pouvoir avoir un matelas qui soit relativement confortable et pour pouvoir absorber les différents chocs auxquels Limbourg pourrait être confronté. On sait que ça arrive rapidement. Hein. On a eu le cas à Limbourg de l'effondrement du tiers de Limbourg. On a les problèmes qui ont été liés aux inondations. Oui, donc justement, tout ça, ça a permis l'assainissement de la situation financière a permis de pouvoir faire face à toute cette série d'imprévus. Marie Monville, alors on va dans le sud de l'arrondissement, on va à Stoumont. Ça se passe comment chez vous? Alors globalement, donc fort bien. Je trouve que l'évolution des finances communales est positive, la trajectoire est positive. Au niveau de l'ordinaire, on a aussi un boni cumulé qui a augmenté de 50% en 4-5 ans. Donc on a 1 700 000 de boni aux exercices cumulés à l'ordinaire. La trésorerie qui s'est considérablement aussi améliorée au cours des derniers exercices, donc ça c'est un élément positif. Et alors au niveau de l'extraordinaire, un programme d'investissement qui est beaucoup plus réaliste, en tout cas qui est fort réaliste et raisonnable. Et donc l'objectif est de ne pas alourdir la charge de la dette. Donc il y a un jeu d'équilibre à trouver entre les investissements, parce qu'on veut rester dynamique, sans alourdir la charge de la dette. Donc ça c'est un des objectifs. Quand je vous entends tous les quatre, on a ici finalement un bulletin plutôt positif des finances de vos communes respectives, qui sont passées tout de même à travers 10 années terribles, 10 années de crise. Est-ce que justement par rapport à ça, la manière de gérer les finances communales a changé justement au regard de ces 10 années de crise? Maurice Fillon. Oui, évidemment, on avait une trésorerie, on a toujours une trésorerie très importante. On avait des placements assez conséquents, mais maintenant ça n'en rapporte quasiment plus rien. Donc voilà, il faut adapter. Donc c'est une recette qu'on n'a plus. Donc il a fallu s'adapter au niveau des dépenses. Donc il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, il faut être très vigilant, quoi. Il y a plus de vigilance aujourd'hui que par le passé? Il y a toujours de la vigilance, mais on est encore un peu plus vigilant maintenant, oui. Parce que les marges sont plus étroites. Les marges sont plus étroites, d'autant plus que dans ma commune, les revenus, c'est le fonds des communes, les additionnels au précompte immobilier et l'IPP, quoi. C'est ça. C'est très limité. À Limbourg, ça évolue aussi, la manière de gérer? Je n'étais pas là auparavant, donc c'est difficile de porter un constat sur ce qui se passait auparavant, si ce n'est qu'effectivement, quand on est arrivé, la situation était compliquée et qu'il a fallu faire un gros travail d'assainissement. Maintenant, l'objectif, oui, a clairement été de pouvoir faire en sorte de professionnaliser un maximum la manière dont ça a été géré, parce que comme on le disait tout à l'heure, les finances sont omniprésentes dans tous les dossiers. Donc par rapport à ça, on a la chance, quand on gère les finances d'une commune, c'est de pouvoir avoir un œil sur tout, d'avoir une vision complète de la situation communale et de la manière dont c'est géré, pour pouvoir aller chercher les différentes pistes d'économie qui sont possibles, pour pouvoir justement arriver à une situation qui soit stable au niveau d'un point de vue financier. Et à Stoumont, il y a aussi des instruments, des outils qui permettent de suivre régulièrement de très près les finances. Oui. On a aussi fait l'objet d'une étude en 2013, d'une étude du CRAC aussi, donc du CRAC afin de pouvoir pointer les éléments qui étaient à améliorer. Et donc, on a mis en œuvre une série de conseils. Et ce sont des conseils qui ont effectivement amélioré de manière générale les finances de la commune. Alors, on sait évidemment qu'au travers de ces années de crise, il y a eu un accroissement de la pauvreté et les communes sont confrontées à cette situation puisqu'elles soutiennent leur CPAS. Alors, ça a évolué comment à Verviers, par exemple? Il y a eu une augmentation constante des revenus d'intégration. Monsieur Chanteux, qui est aussi le directeur financier du CPAS de la ville de Verviers, pourra en parler. 12,4% entre 2014 et 2015 sur la région wallonne, en moyenne. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a une augmentation. Alors il y a un
double phénomène. Il y a d'une part le phénomène des mesures au niveau du fédéral, du transfert, des personnes qui ont été exclues du chômage et qui sont maintenant, qui peuvent mériter au revenu d'intégration. Donc ces personnes sont, fatalement, ça a quand même gonflé significativement les chiffres. L'autre chose étant qu'on est aussi confronté à une augmentation du nombre de réfugiés, dont les finances sont pour le moment, dont les aides sont financées par l'État fédéral, mais ça, ce sera uniquement pour 5 ans. Donc, on sait bien aussi que ces personnes, on risque d'avoir, et donc il faut pouvoir anticiper ces dépenses potentielles, même si ces dépenses sont légitimes. Là n'est pas du tout la question. La question est de savoir comment est-ce qu'on peut, nous, anticiper ces charges qui interviendront pour le budget communal dans les prochaines années. Donc oui, clairement, c'est quelque chose sur lequel on a un œil permanent et un regard permanent parce que ça a des conséquences évidemment sur les budgets. Même chose à Valène ? Ben, écoutez, nous sommes une commune rurale, donc on n'est pas confronté aux mêmes problèmes que des villes comme Verviers ou même comme la ville de Limbourg. Donc là, je dois dire que on n'est pas encore trop impacté par ce phénomène. C'est ça, d'accord. Et du côté de Limbourg, par contre, c'est plus important. À Limbourg, c'est très compliqué au niveau de notre CPS. Effectivement, on vient d'avoir pendant 2-3 ans ici des augmentations significatives de la dotation communale pour aider son CPS à faire face à la pauvreté grandissante. Là, effectivement, il y a un constat d'échec à poser par rapport à cela sur Limbourg. Et donc, on est en train de retravailler à l'heure actuelle les choses qui sont mises en place pour essayer d'inverser la tendance, essayer de revenir vers une ville qui soit plus équilibrée d'un point de vue social. Mais c'est clair que la problématique CPS reste une problématique qui est très présente et qui est malheureusement grandissante et qui risque encore grandir dans l'avenir. Alors la problématique des réfugiés, c'est clair, elle est présente. On va commencer à être touché même à Limbourg. Donc par rapport à ça, il faut rester très vigilant. Mais c'est clair que encore cette année, l'augmentation au niveau de la dotation pour le CPS, une augmentation de 23 000 € sur Limbourg, c'est l'équivalent d'un équivalent temps plein APE par exemple. Donc là, vraiment, il va falloir qu'on soit très attentif à... C'est quoi vos moyens d'action par rapport à cette situation que vous décrivez ? Moi, personnellement, je pense que la problématique sociale à Limbourg, et je pense que c'est pareil pour toutes les villes, mais je parlais vraiment pour la mienne, découle de la problématique du logement. C'est-à-dire que si vous avez un logement, une politique de logement qui est maîtrisée correctement et qu'on parvient à faire en sorte d'avoir une population qui soit équilibrée sur tout votre territoire, vous aurez nettement moins de problèmes de pauvreté et des déséquilibres comme on le connaît à l'heure actuelle à Limbourg. Donc par rapport à ça, il y a énormément d'efforts qui ont été faits. Ici, on a fait passer des lignes de conduite au niveau du collège de Limbourg qui nous empêchent, par exemple, de scinder des grandes maisons unifamiliales en 4, 5, 6, 7 logements, comme c'était parfois le cas auparavant. Donc, par rapport à ça, il y a un véritable combat qui est mené de manière à pouvoir régulariser la situation ou du moins arriver à stopper cet agrandissement de la pauvreté sur la commune de Limbourg. C'est pas la déplacer à certains moments ? C'est peut-être la déplacer à certains moments, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut que ça s'équilibre. Et une ville comme Limbourg ne va pas pouvoir accueillir non plus tous les problèmes d'autres villes. Donc je pense qu'on doit pouvoir se mettre au diapason des autres et de faire en sorte que sur l'arrondissement de Verviers, ça puisse un peu s'équilibrer. Parce que là, clairement, on remarque à Limbourg, l'augmentation du nombre de revenus d'intégration n'a jamais été aussi important que pour le moment. Et ce n'est pas le cas pour tous les CPS de l'arrondissement. Donc là, par rapport à ça, effectivement, il y a du travail à faire. Il y a un rééquilibrage à faire et on travaille de manière très attentive là-dessus. Marie Monville, quand on voit sous l'effet de la crise que tous les niveaux de pouvoir ont dû faire des économies, on s'aperçoit que les communes sont en fin de course et qu'à certains moments, on leur a demandé quand même énormément d'efforts ces dernières années, non ? Oui, effectivement. Donc, on sent que les différentes décisions, que ce soit au niveau régional, voire au niveau fédéral, ont un impact sur les finances communales. On l'a vu encore ici dernièrement, avec le tax shift, par exemple. On en parlera tout à l'heure, tout à fait. Donc, oui, nous sommes de plus en plus sollicités. Ici, pour ce qui concerne, en tout cas, le CPAS et toute la problématique sociale, nous, au niveau de Stoumont, on est relativement préservés, puisque nous avons 26 revenus d'intégration ici début 2017, donc c'est pas beaucoup, voilà. Mais notre chiffre a quand même triplé, hein, donc voilà. Et donc notre dotation a aussi augmenté de 50% ici en 4-5 ans, mais nous sommes quand même relativement préservés au niveau de la problématique sociale.
Alors quand vous dites effectivement qu'il faut voir à 5 ans, quelles sont vos analyses? Verviers pourra tenir par rapport à la situation telle qu'elle se On dessine? doit continuer à maîtriser nos dépenses, il faut éviter tout dérapage. Donc Verviers pourra tenir, mais il y a quand même quelques feux orange, et même des feux rouges à l'horizon. Le tax shift pourra avoir un impact sur l'IPP, donc des revenus. Un des principaux revenus d'une commune, c'est l'additionnel à l'impôt des personnes physiques. Le tax shift pourrait avoir un impact jusqu'à 10%. Jusqu'en 2021, c'est ça? Oui, jusqu'en 2021. À Verviers, ça pourrait représenter 900 000 euros. C'est colossal. On a une diminution drastique des dividendes des intercommunales. Donc la ville de Verviers a des parts dans toute une série d'intercommunales qui avant ramenaient des dividendes. Maintenant, on n'en ramène plus. Impact pour Verviers depuis 5 ans, 750 000 euros. Et donc on peut les égrener comme ça. Il y a énormément de choses qui vont arriver par rapport à des pouvoirs subsidiants, parce qu'il faut bien le dire. Une ville dépend essentiellement du fonds des communes, de l'additionnel au précompte immobilier et de l'additionnel à l'impôt des personnes physiques. Il est exclu pour nous, je crois, de continuer à changer ces variables. En tout cas, à Verviers, on ne changera pas ces variables, on n'augmentera pas les taxes, elles sont suffisamment hautes comme ça, je veux dire, c'est très clair. Donc, à un moment, on peut juste travailler sur nos dépenses. Parce que travailler sur les recettes, c'est extrêmement compliqué pour une ville. Donc, on continue à travailler sur nos dépenses et à les mettre sous monitoring permanent. Alors, on continuera à parler justement des recettes. Je voudrais revenir sur une des dépenses principales, c'est évidemment la masse du personnel. Ça a évolué comment ces dernières années, par exemple à Baleine? Il y a eu une augmentation ces dernières années pour une simple raison. C'est-à-dire qu'on a recruté toute une série de personnes. Bon, il y a des personnes qui sont parties à la retraite et on a privilégié donc, un recrutement de personnes plus qualifiées. Donc plus qualifiées, qui dit des traitements supérieurs. Ce qu'on a fait aussi, ce qui avait été un peu négligé par le passé, c'est qu'on a revalorisé toute une série de traitements. Donc il y a eu une augmentation, je vais dire, de 7-8% au niveau de la charge salariale. En combien d'années avez-vous dit Je veux dire en une dizaine d'années. En une dizaine d'années. Oui, tout à fait. Mais maintenant, c'est maîtrisé. C'est maîtrisé. Ça va, mais ça représente quand même 44% de la masse des dépenses. C'est très important. Au niveau de tout le monde Oui, on est aussi à 44% de dépenses au niveau du personnel. Mais on essaie en tout cas d'avoir une gestion raisonnable. Donc, chaque fois qu'un membre du personnel s'en va, donc on n'a pas licencié de personnel, ça, de toute manière. Mais en tout cas, on essaie d'avoir une réflexion. Donc, chaque fois qu'un membre du personnel part, on essaie de trouver la meilleure solution, de jouer sur les points APE, évidemment, de manière à ne pas alourdir la charge au niveau du personnel. Oui, les points APE, c'est des subsides de la région wallonne, pour être précis. Oui. Et à Limbourg, alors la bourse, ça a un peu fluctué, étant donné qu'en début de mandature, la masse salariale est un peu diminuée. On est revenu au même niveau au REDEX, évidemment, qu'au niveau de l'emploi que ce qu'il y avait en 2012. Mais alors oui, donc, comme dit, il y a une diminution, mais ça a été comblé par le fait qu'on est allé chercher des emplois qui étaient subsidiés, et donc ça passe par une recherche. C'est comme pour tout le reste, on cherche la manière de le financer la plus adéquate possible. Et alors au niveau de l'emploi, il y a beaucoup d'aides qui existent, et donc on parvient à jongler de manière à pouvoir avoir un emploi qui soit stable, mais qui ne coûte pas spécialement plus cher. Maintenant, il y a une augmentation qui est annuelle, qui est due à l'index. Donc là, clairement, il y a une indexation des salaires, mais c'est pareil pour les recettes aussi qui vont avec. Donc globalement, si on regarde le coût net du personnel sur Limbourg, il est stable, voire même en légère diminution. Et du côté Verviers ? Pour le moment, on est à 36%, mais il faut quand même bien dire que c'est un peu trompeur ce chiffre, parce qu'on était à 44 avant la fusion des zones de secours, enfin, la création de la zone, la fusion des services d'incendie. Et donc, avant, on avait presque 100 pompiers professionnels sur le budget personnel ville qui ont été transférés à la zone. Donc, il y a eu une diminution significative. Mais par contre, on repaye une dotation à la zone de secours pour justement pouvoir payer ces personnes. Globalement, la ville de Verviers y gagne, voilà, parce qu'il y a eu une rectification. En fait, on peut analyser ça en fait que Verviers payait trop avant, paye maintenant toujours un peu trop, mais ça se régularise. Mais en attendant, donc nous, notre masse du personnel, elle est stable, elle est actuellement à 36%, et on a pour politique de la maintenir stable. Voilà. Il y a eu des licenciements, mais on n'en veut plus, et on la maintient stable. Et comme Basse-Toumont, mais comme je suis certain dans les autres communes, chaque fois qu'il y a un départ, on se pose la question, c'est pas un remplacement mécanique, c'est est-ce qu'on le remplace, lui, est-ce que c'est à ce poste-là, est-ce que c'est à ce niveau-là, ou est-ce qu'un autre service doit être remboursé? C'est ce qu'on appelle une gestion dynamique du personnel, et c'est bien normal. Marie Monville, vous avez soulevé opportunément un lièvre tout à l'heure en parlant des points PE. On sait qu'à la région wallonne, on réfléchit sur une réforme du système des aides à l'emploi. Est-ce que vous avez des craintes dans vos communes respectives par rapport à ce qui pourrait sortir
du nouveau système. Maurice Je Fillon? pense que ce serait une catastrophe pour toutes les communes. Ça, budgétairement, c'est intenable, hein. Je ne pense pas que ça soit très clair. Il y a beaucoup de ministres qui sont aussi bourgmestres. Oui. Vous n'êtes pas trop inquiet, si j'ai bien C'est pas compris. trop inquiet. On peut- ok. C'est vraiment- mais ça va être très compliqué à faire de toute manière, parce que là, clairement, on risque de mettre toutes les communes à mal, même si parfois on se demande si ce n'est pas trop l'intérêt caché aussi qu'il y a derrière, tellement la pression sur les communes s'accentue. Mais globalement, une réforme des points APE qui serait drastique et sans contrepartie, et ce serait catastrophique pour n'importe quelle ville, et encore plus les villes qui dépendent plus spécifiquement des points APE, parce que les points APE ou les points Maribel s'appliquent à des services qui sont parfois spécifiques, et donc les villes qui ont développé ces services qui sont spécifiques par rapport à ce type d'emploi-là sont évidemment bien plus mises en avant par rapport à ce risque APE. Mais même, ce serait plus le risque APE pour les communes, mais pour toute une grosse partie du secteur non marchand, de l'associatif, mais aussi de l'aide aux personnes. Et donc, ça serait. Les télévisions locales aussi. Pardon, les télévisions locales. Vous me glacez le sang, là. Non, bien sûr. Donc, je veux dire, par rapport à ça, je pense que le gouvernement est bien conscient de l'impact systémique d'une révolution au niveau des points APE. Donc, ça, c'est clair. Alors, Mais le mot est important. Hein. C'est vraiment on risque une réaction systémique sur tout ce qui est public, si jamais il y a un souci par rapport au point APE. Et si cette réforme qui serait due à la régionalisation, ou même d'autres aides d'emploi qui seraient également dues à la régionalisation, si ce n'est pas correctement contrôlé et si on ne parvient pas à trouver un consensus, et surtout une contrepartie qui parvienne à venir aider les communes pour faire face à ce type de réforme. vous parlez de consensus. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, Benoît Pitance. Vous évoquez la question des zones de secours et vous avez montré justement les flux financiers pour Verviers, un peu plus favorables aujourd'hui avec le nouveau système. On connaît toute une série de dossiers, on a connu ces dernières années, il y a eu l'hôpital de Verviers, le Grand Théâtre, etc. Et on connaît le débat qu'il y a toujours eu entre Verviers, chef-lieu d'arrondissement, et les autres communes sur une plus juste répartition réclamée par Verviers, puisque bon nombre de personnes habitant dans les autres communes bénéficiaient de services d'institutions, d'opérateurs qui se trouvaient sur le chef-lieu. Est-ce que la situation est toujours la même aujourd'hui ou est-ce qu'on a pu avancer sur ces différents dossiers? Ouais, on doit continuer à se parler. L'arrondissement de Verviers doit évoluer vers une véritable communauté de communes où tout le monde trouve sa place. Je suis verviétois, c'est pas pour ça que, comme il a peut-être pu y avoir cette espèce de mentalité avant, de vouloir dire Verviers doit diriger, Verviers doit rayonner, et les autres, de toute façon, pourront ramasser. Ce n'est pas absolument pas le cas. Donc l'idée, moi, je crois qu'on doit évoluer vers une communauté de communes. La zone de secours, c'est une chose. L'hôpital de Verviers, c'est une chose. Mais certainement qu'en matière touristique, en matière culturelle, toute une série d'éléments où on doit se parler. L'autonomie communale, l'autorité communale a un sens. C'est vraiment le pouvoir le plus proche du citoyen, et il est essentiel. Et c'est celui qui intéresse le plus les citoyens. Et c'est celui qui aujourd'hui. intéresse le plus les citoyens. Mais on doit avancer. Quand je vois des communautés de communes qui fonctionnent à Bordeaux, à Lille, on prend souvent ces exemples-là, mais tout le monde s'y retrouve, tout le monde. Chaque commune n'essaye pas de faire son de sport, mais peut-être qu'il y a une piscine qui va être mieux calibrée dans un endroit pour la compétition et une autre piscine plus loisir, peut-être pour la petite enfance dans un autre endroit, et ainsi de suite. Même chose dans des halls sportifs où on arrive à spécifier. Et peut-être que là, on devrait avancer plus dans la confiance. La communauté, enfin la conférence des bourgmestres avance, mais c'est lent, ça va arriver. Il y a des subsides au niveau de la promesse, mais je pense que l'avenir, vraiment, de l'arrondissement de Verviers passe par une communauté de communes où on peut travailler ensemble. Dernier dossier en date, par exemple, la maison de repos de Borgoumont, où je pense qu'il y a eu vraiment une solidarité de l'ensemble des communes de l'arrondissement pour avoir comblé un vrai manque, à savoir de l'offre de soins pour les personnes âgées dans le sud de l'arrondissement. C'est un exemple récent. On va demander le point de vue de quelqu'un qui participe à la conférence des bourgmestres, précisément. Oui, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Pitance vient de dire. Hein. Et je crois qu'au niveau de ma commune, on a toujours été ouvert à une participation. On a participé au refinancement du CHR. Donc, moi, je crois que c'est dans cette voie-là qu'il faut aller. C'est très clair. Oui. Alors que vous évoquiez, vous compariez Lille, Bordeaux, ce serait une communauté de communes sur l'arrondissement, ou il faut élargir, avoir une assiette plus large? On doit s'inspirer de la métropole liégeoise. Verviers a souvent été celui qui regardait Liège en disant les méchants, ils ont tout, mais les Liégeois, ils ont une force.
C'est qu'à un moment, ils savent mettre le drapeau en poche, défendre un projet liégeois. On peut arriver à S'inspirer ça. ou être aspiré, c'est pas la même chose. S'inspirer ou être aspiré, c'est pas la même S'inspirer, chose. mais s'inspirer, ils n'y arriveront jamais. Hein. Parfois, peut-être qu'ils le voudraient, mais ils n'y arriveront jamais. Donc, par rapport à ça, mais s'inspirer, prendre ce qu'il y a bon aussi dans le rayonnement de Liège, qui est une métropole, mais au sein de l'arrondissement, pouvoir se parler. Je pense que le lien entre nous pour une maison de repos, c'est important. Insérer Liège dans un débat pour une maison de repos dans le sud de l'arrondissement, c'est peut-être pas le bon niveau de décision. Mais au moins, on se parle, et ça, c'est la clé. La question justement de la solidarité vis-à-vis du chef-lieu de l'arrondissement, on voit ça comment du côté de Limbourg? Nous, globalement, on voit ça de manière très pragmatique dans les chiffres. Hein. On parlait, M. Fillon a évoqué tout à l'heure les dépenses de transfert. Je pense que c'est clairement un des problèmes à l'heure actuelle d'une commune comme Limbourg. J'avais regardé lors du dernier conseil communal, j'avais présenté les 4 grosses dépenses de transfert qui sont la zone de police, la zone de secours, le CPS et les fabriques d'église. On a une augmentation sur un an de 92 820,36 €. Alors vous imaginez ça chaque année, ça représente, pour vous donner une idée, 4 emplois APE ou alors la réalisation d'un projet de 1 600 000 € pour une ville comme Limbourg, c'est absolument gigantesque. Alors oui, j'entends bien qu'il faut une espèce de supracommunalité parce que globalement, il faut qu'on parvienne à trouver des solutions sur des problématiques qui concernent l'arrondissement, 100% d'accord avec ça, mais il faut faire très attention lorsqu'on rentre dans ce type de schéma-là. On l'a vu pour la zone de secours, on l'a vu pour la zone de police, on le voit pour d'autres exemples. Il faut faire attention de ne pas asphyxier les communes qui sont plus petites ou qui ont moins de moyens. Et donc par rapport à ça, il y a également un véritable danger. Alors, nous, on voit ça avec un regard assez petit sur Limbourg. On essaie d'aller apporter notre point de vue en allant plus haut, en gravant les échelons et en essayant d'aller toquer aux bonnes portes. Mais globalement, la problématique, elle est très présente et il faudra à terme trouver des solutions parce que l'augmentation des différentes zones, que ce soit secours ou que ce soit police, on peut la comprendre, surtout vu le climat ambiant. Mais derrière, après, financièrement, il va falloir que nous, on puisse assumer. Et si ça continue de cette manière-là, clairement, on ne saura pas assumer et tous les efforts qui ont été faits dans le passé ne serviront à rien ou alors il faudra faire de nouveaux efforts et c'est clairement sur les communes qui sont le dernier payeur que ça va retomber. Et alors les impacts sur les petites communes sont encore probablement bien plus importants. On parlait de la zone de secours, c'est vrai que à Verviers à l'heure actuelle ça se passe bien avec la zone de secours, surtout parce qu'à la base c'est eux qui avaient quasiment tous les pompiers professionnels et que les bénévoles, les volontaires se trouvaient dans les petites casernes dont celle de Limbourg. Mais alors globalement, oui, il faut que si jamais à un moment donné on continue à aller dans cette tendance-là, à avoir toujours tout le temps plus de manière zonale ou supracommunale, il faut que derrière, les moyens qui soient demandés aux communes pour financer ces réformes, il faut que ce soit quelque chose de plausible et d'acceptable pour nos finances communales. On ne va pas pouvoir continuer à accepter autant de pression dans le futur que ce qu'on accepte à l'heure actuelle. Marimonville, Bourgoumont qu'on citait tout à l'heure, bel exemple de coopération entre communes. Oui, une belle solidarité. Moi, j'étais assez étonnée de voir vraiment ce soutien des communes, même du nord de l'arrondissement. Donc, projet très positif. Par ailleurs, la mutualisation, la solidarité, c'est un concept qui nous tient aussi à cœur du côté de Stoumont, et que ce soit en zone de secours, au niveau de la zone de police, mais aussi pour certains services qu'on ne pourrait pas s'offrir si on était seul. Je pense notamment, par exemple, un écopasseur qu'on partage avec une commune voisine. Ben voilà, ça fonctionne bien, c'est un principe qu'on aime et qu'on entend développer dans l'avenir. Jonathan Chanté, vous avez insisté sur les dépenses de transfert liées à la sécurité et c'est vrai que les attentes du public en termes de sécurité sont beaucoup plus importantes qu'il y a même une dizaine d'années. Comment y répond-on financièrement dans les communes? Je me tourne vers vous, Maurice Fillon. Donc oui, je voudrais revenir sur la problématique des dépenses de transfert, donc, notamment des dépenses au niveau de la zone de secours et de la zone de police. N'oublions pas une chose, c'est que tous ces organes fonctionnent avec des mandataires communaux. Le collège de police, c'est les bourgmestres. Le collège de la zone de secours, c'est des bourgmestres. Les conseils, c'est des mandataires communaux. Donc là, on a quand même une certaine maîtrise. À partir du moment où on va nous mettre le couteau sur la gorge, comme Jonathan l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on puisse se manifester, il faut qu'on puisse dire à un certain moment, écoutez, vous êtes en train d'asphyxier. N'oublions jamais que nous sommes les premiers investisseurs du pays. C'est pas moi qui le dis, c'est la Fédération des entreprises. Comment ?
Largement. Oui, des travaux publics ou du bâtiment. Donc il faut faire attention et il faut qu'on puisse se faire entendre au niveau de pouvoir qui nous impose certaines obligations. Ça, c'est très clair. Moi, je suis assez confiant Vous aussi. dites que la limite est atteinte aujourd'hui, c'est ça votre Ça message? commence. Je vais prendre un exemple au niveau de la zone de police. J'ai regardé les chiffres. En 2009, on était à 52 € par habitant au niveau de ma commune. On est passé à 82 €. Depuis 2009, ça ne cesse d'augmenter. Il y a eu une erreur, je vais dire, par le passé. Les gens qui ont participé à la mise en place de la zone de police n'ont jamais indexé leur dotation. Ils ont vécu sur les réserves qui étaient existantes au départ de la zone de police. Ils ont même été jusqu'à réduire la dotation de 15% en 2004. Oui, mais maintenant, il faut rattraper tout cela. Et c'est vrai que ça devient difficile. Cette année, on a encore majoré de 3%. Mais je vous dis, moi, je suis peut-être un peu trop optimiste, mais nous sommes des mandataires comme nous. On siège au collège, au conseil de la zone de secours. À un moment donné, il faudra se faire entendre. C'est clair. À la proportionnelle des voix de la commune. De votre commune. Et le problème, il vient de là. Le problème, c'est que la Bourg, ou même Baleine, ou même Stoumont, on est trop petit dans nos zones. Et alors, on voit que ce sont les plus grosses communes qui font, entre guillemets, la loi, et parfois, au dépend des problématiques qui sont réelles sur le terrain, notamment à la Bourg, ou à Baleine, ou à Stoumont. Hervé, c'est encore un cas totalement différent. Mais globalement, à partir du moment donné où le bourgmestre qui siège à un endroit, ou peu importe la personne qui siège en endroit, ne possède pas une voix, mais a le pourcentage de parts qu'il appartient dans la zone ou dans l'intercommunal, ou peu importe quel système supracommunal dont on discute, là, quelque part, il y a des questions à se poser, je pense. Oui, mais la problématique des finances et de l'intervention des communes, elle est la même pour tous les bourgmestres. Oui, bien sûr. Et au niveau de Verviers, les dépenses de sécurité? Les dépenses de sécurité ont légèrement augmenté, elles sont maîtrisées, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu, en tout cas dans le gros rush de cette année en matière de sécurité, une réorganisation du personnel au niveau de la police pour se concentrer justement sur toute une série de missions importantes de première ligne en matière de sécurité. Mais donc du coup, a dû être laissé de côté d'autres missions qui sont plus structurelles au niveau de la police qu'il va falloir remettre en place. Donc pour le moment, il y a une discussion, mais le budget de la zone de police et les objectifs sont là, est maîtrisé. Il y a une augmentation de 1,5%, donc c'est tout à fait maîtrisable au regard du contexte actuel. Et par rapport à ça, il faut quand même pouvoir donner aussi à la zone de police les moyens de fonctionner, surtout dans le contexte que l'on connaît. Donc par rapport à ça, j'ai pas d'inquiétude, mais ça va augmenter, c'est sûr. Parlons des recettes, si vous le voulez bien. Vous avez tous rappelé que il y a peu de leviers et peu de possibilités d'action. Donc, il y a évidemment la taxation, les subsides, les produits financiers qui ont quasiment disparu aujourd'hui, c'est clair. Alors, au niveau de la taxation, justement, dans les différentes communes, que ça va évoluer comment à Stoumont? Nous avions augmenté le taux de taxe de l'IPP et du précompte immobilier en début d'exercice, donc il n'est pas question de changer notre taux de taxation actuellement. Maintenant, nous avons un taux de taxation qui est relativement bas, notamment au niveau du précompte immobilier. On a 2390. Notre taux au niveau de l'IPP est de 7,8. Et donc, on est en dessous des taux préconisés par la région wallonne, ce qui nous vaut alors une pénalité, puisque notre dotation a été revue à la baisse. On a perdu 40 000 € sur l'exercice 2016. Et donc, voilà, ça, il faut aussi l'assumer. Ça fait partie des mauvaises nouvelles. Alors, Maurice Fillon, vous avez quelques pistes à proposer? Oui. Donc, notamment au niveau de la perception du précompte immobilier. Vous savez que la région wallonne est la seule région qui passe encore par le fédéral pour percevoir le précompte immobilier. La région flamande y est passée perçoit le précompte immobilier depuis 1999 et la région bruxelloise y est passée aussi. Donc ils ont leur administration qui perçoit le précompte immobilier. Ça a un inconvénient parce que le fédéral perçoit le précompte immobilier pour la région wallonne, mais eux n'en perçoivent plus rien. Donc, ils n'investissent plus dans l'administration. C'est ça. Avec le problème, évidemment, que... Non, pas sur l'IPP, ils ne prennent rien. Il faut ça bénévolement. Mais seulement, voilà, ils n'investissent plus dans l'administration. Il y a de moins en moins de personnel.
Et avec, évidemment, des conséquences au niveau de retard de perception et au niveau du contrôle. Moi, j'ai rencontré des personnes qui travaillent à l'administration du cadastre qui me disent on ne sait plus rien contrôler. On n'a plus suffisamment de personnel. Donc là, je crois que c'est une piste qui devrait... c'est quelque chose qui devrait évoluer au niveau de la région wallonne. On parle de mettre une administration... Il y a déjà une administration des finances à la région wallonne, mais il faudrait mettre ce système-là en place parce que ça représente 20% des recettes des communes. Mais j'abonde tout à fait dans le sens de M. Fillon et j'ajouterais aussi que le cadastre a un autre impact. On doit actualiser beaucoup plus rapidement le cadastre. Je prends l'exemple du centre de Verviers. Avant, le cadastre, la valeur cadastrale des biens était faite en fonction du point central de la commune. Et plus on s'en écartait, plus il y avait une dégressivité dans le cadastre. Donc le point central, il est place verte à Verviers, pour être clair. Et donc il y a toute une série de magasins qui sont taxés d'un précompte immobilier qui est colossal, énorme, vraiment très gros, plus du tout en adéquation avec la réalité économique de la place verte et du centre-ville de Verviers. Donc c'est aussi un phénomène de fuite par rapport à des magasins qui ne reviendront même plus parce qu'ils ont un revenu cadastral qui est colossal, énorme, qui peut être jusqu'à 20-30 000 euros pour certains magasins tout à fait normaux. Et donc, par rapport à ça, une actualisation et une dynamisation du cadastre est quelque chose qui est demandé, d'une part pour les finances communales, mais aussi pour l'impact socio-économique pour les villes. J'ai envie de vous demander, mais pourquoi Le cadastral reste quand même toujours déterminé par le fédéral. Oui. Ça, Quand je vous entends, ça paraît tellement logique. Qu'est-ce qui empêche qu'on avance sur ces dossiers ? Tout simplement que ce n'est pas dans les mains des communes. Je pense que ça gère un autre État. Maintenant, il y a d'autres paramètres qui sont dans les mains des communes et la taxation est toujours vue comme quelque chose de mauvais, je suis le premier à le dire. D'ailleurs, à la Bourg, depuis 4 ans, on n'a touché à aucune taxe en allant chercher d'argent supplémentaire dans la poche des citoyens et bourgeois. Donc ça, on n'a absolument rien touché. Mais par contre, on peut instaurer des nouvelles taxes pour permettre d'instaurer une nouvelle politique, un nouveau dynamisme. Je prends l'exemple ici à la Bourg, on a instauré une taxe sur les logements inoccupés. Donc les logements qui sont inoccupés, qui sont insalubres depuis toute une série d'années ou même de mois, on va aller trouver les propriétaires en disant voilà, maintenant au niveau de l'image de la commune, ce n'est pas une bonne chose. Nous vous demandons de commencer les travaux ou nous vous demandons d'investir dans vos immeubles ou de les revendre. Mais si vous les laissez inoccupés et qu'on se retrouve avec des volets qui sont baissés en plein centre-ville ou même à la campagne ou même dans les petits villages, ça ne va plus et on instaure une nouvelle taxe et on va directement chercher chez le propriétaire. Ce sont des taxes qui sont incitantes à faire en sorte d'améliorer le quotidien et l'embellissement d'une ville. Ça fonctionne. Et ça on a ça depuis longtemps à Verviers, ça fonctionne. Ça fonctionne. Vous le faites aussi dans oui, vos mais communes. on a très peu d'immeubles inoccupés. Voilà. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle non plus. C'est un exemple. Une taxe ne doit pas être vue comme quelque chose de négatif, mais Non. peut être utilisée à bon escient pour faire en sorte de redresser l'image d'une ville. Et ça, c'est très important. Est-ce qu'il n'y a pas un changement de culture à porter ? C'est vrai qu'automatiquement, augmenter la taxation, c'est négatif, c'est perçu négativement par le citoyen. Il n'y a pas un travail de conviction, comme vous venez de le faire, à développer ? Si on l'explique et qu'on explique par l'intermédiaire de la presse ou de son site internet, ou peu importe la manière, le canal dont on le diffuse, et qu'on explique le pourquoi l'augmentation d'une taxe est ce qu'on vise, je suis persuadé que les gens peuvent comprendre et même peuvent adhérer à ce genre de choses. Et parce que les gens sont également demandeurs à ce que les choses bougent. Et c'est clair que quand on va menacer de sanctionner financièrement une personne qui a un comportement qui n'est pas adéquat dans le cadre du développement d'une ville, je suis persuadé que la plupart des gens comprennent, l'acceptent et surtout l'approuvent. Ce qu'on essaye de faire aussi, nous, à Verviers, c'est un concept qui commence à venir sur la table qui s'appelle le nudging. Bon, c'est un terme anglais, mais ça veut dire l'influence des comportements par l'information. Je prends un exemple, la taxe sur immondice. Si on explique à la personne, d'une part, à quoi sert réellement sa taxe, dire aussi que 80% des gens payent la taxe, 90% des gens payent leur taxe dans les délais, et qu'on met toute une série d'informations simples sur le bordereau de taxes, on remarque qu'il y a une amélioration significative de quelques pourcents du paiement de la taxe. Ça ne change rien pour les communes, ça ne coûte rien, on informe mieux. Voilà, petit exemple de choses qu'on doit pouvoir mettre en place, faire évoluer pour informer les citoyens en disant, écoutez, vous payez votre taxe sur la poubelle, sachez que intégralement,
ce que vous payez sert à la gestion des déchets. À rien d'autre. À rien d'autre. Donc évitons les amalgames, c'est pour payer différentes choses. C'est pas vrai. Intégralement, 100%. Et une fois qu'on explique ça aux gens en disant, si ensemble on émet moins de déchets, on pourra réduire la taxe de tout le monde. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire passer, quoi. Et dans la gestion d'une ville, la transparence, c'est vraiment une étape qui est absolument primordiale pour faire en sorte que les choses fonctionnent bien. En général, quand on explique les choses aux gens et qu'on explique une décision et qu'on essaie de rien cacher derrière, vous n'avez absolument aucun problème. Et ça vaut pour tous les domaines. C'est ce qui s'appelle s'adresser à l'intelligence du citoyen, tout simplement. Alors, au dernier tour de table, si vous le voulez bien, on a parlé essentiellement ici de budget ordinaire. Il y a l'extraordinaire, l'investissement, la vision future dans vos communes. Moi, je voudrais savoir ce que chacun prévoit justement dans les prochaines années à l'extraordinaire. Monsieur Fillon. Donc ici, à l'extraordinaire, on a un budget de l'ordre de 3 millions, avec, 35% de subsides. C'est pas terrible, on a déjà connu de meilleures années, mais voilà, la situation est la même au niveau du pouvoir subsidiant, donc il manque un peu d'argent partout. Donc ici, les gros projets, donc c'est la construction de hall communal, qui va être financé totalement sur fonds propres. Mais voilà, c'est un investissement intelligent, je vais dire, puisque pour le moment, on loue 2 halls. Donc, c'est une dépense. En plus de ça, ce sont des halls qui sont mal isolés. Donc, on va récupérer une partie de l'investissement. Donc, il y a les travaux de la place, ça, enfin, ils démarrent. Ils ont démarré. Donc ça, ce sont les gros investissements. Il y a beaucoup d'investissements de voirie. Il y a la rénovation de l'ancienne maison communale, la maison du tiers, qui va être totalement rénovée. Donc on va y créer de logements transit et de logements tout à fait normaux. Voilà quels sont les investissements pour l'année 2017. Xavier. Alors du côté de Verviers, le budget d'investissement c'est 23 millions d'euros. Par rapport au centre-ville, ce qu'on peut dire, il y aura le Grand Théâtre, évidemment. On croit beaucoup à la rénovation des espaces publics pour refaire la voirie, en clair, de la gare à l'hôtel de ville, grâce essentiellement à des subsides européens, quasiment intégralement, 90%. Donc ça, c'est important. La cité administrative, qui, elle, sera sur fonds propres. J'ai parlé du Grand Théâtre, il sera aussi largement subsidié par la région wallonne. Ça, c'est les grosses politiques d'investissement. Et alors, peut-être chose à noter aussi, dans les villages, on va essayer cette année de faire un budget participatif. Donc on a mis 200 000 euros au budget pour les anciennes communes, justement pour permettre aux citoyens d'un peu décider quels investissements il veut faire dans son village. De quelle manière ça fonctionne comment ça ? On est en train de mettre ça en place. Ça sera certainement via les comités de quartier, mais élargis. Et on va permettre aux citoyens, alors après, in fine, ça c'est la loi, c'est le conseil communal qui décidera, mais en tout cas, on va permettre aux citoyens de se mouiller. Et ça doit être un investissement, puisque c'est à l'extraordinaire, en disant, je préférerais refaire cette partie de route-là, une plaine de jeux, enfin ces aménagements. En proportion évidemment en proportion avec le nombre d'habitants, ce qui est bien normal. Donc on va essayer ça, c'est assez neuf, on s'est donné 3 ans pour accomplir ça, et si ça fonctionne bien, pourquoi pas augmenter aussi et essayer justement de susciter une participation des citoyens dans leur cadre de vie et l'aménagement de leur village, quoi. Du côté de Limbourg ? Alors du côté de Limbourg, j'avais fait pour le dernier conseil communal une présentation de l'investissement qu'on avait effectué entre 2012 et 2018. Parce que c'est clair que des projets qui ont été lancés il y a 1 an ou 2 ans sont reportés, ou les crédits sont reportés de manière à pouvoir continuer l'investissement dans le futur. Et donc j'avais calculé qu'entre le début de la mandature et la fin de la mandature, on aura investi plus de 15 millions d'euros. Tout en gardant une base saine, vu que l'endettement de la ville de Limbourg n'aura augmenté de même pas 1% sur les 6 ans de mandature, avec un investissement de 15 millions et demi. Donc les gros projets qui sont dans les cartons, qui sont prêts à sortir, et donc on va rentrer en phase de finition et les chantiers vont commencer. On a évidemment la place de Limbourg. On a tout le chantier des routes sur Bilstain avec, on va être refaire le perron, le tiers de Villers devrait être fait d'ici la fin de la mandature, ou du moins le chantier devrait avoir commencé. Et la nouvelle route sera terminée vu que le projet est prévu ici au printemps 2017. Alors évidemment, on continue à investir dans nos infrastructures parce qu'on parlait de recettes. Il y a une recette qui est fort importante aussi pour Limbourg et qui est fort spécifique vu que en général, c'est la SWDE qui possède les différents réseaux d'eau. Limbourg continue à posséder notre propre réseau d'eau propre et donc on est obligé d'investir dedans, mais c'est intéressant parce que ça rapporte financièrement à la ville de Limbourg. C'est une fonction qui est au boni, et surtout ça permet de vendre l'eau moins chère
que si les gens étaient raccordés au réseau SWDE. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc, mais on est obligé de pouvoir conserver, de continuer à investir dedans. Donc il y a des investissements qui chaque année sont faits et qui sont fort importants dans le réseau d'eau, mais ça permet également aussi de, quand vous ouvrez une route et vous faites une tranchée pour restaurer votre réseau d'eau, vous refaites la route en même temps. Donc tout a été refait sur ce schéma-là, par exemple, sur le fait de l'investissement au niveau du réseau d'eau. Alors évidemment, il y a des investissements qui sont prévus aussi dans les écoles, notamment à Bilstain, et toute une série de petits projets qui sont adjacents et qui nous permettre de continuer à investir dans nos infrastructures communales de manière à pouvoir conserver un service aux citoyens qui soit vraiment bon. Alors on voit dans le passé, dans les dernières années, ici on vient de refaire tous les locaux pour les chars de carnaval, on a refait également... on peut entrer dans tous les détails. Hein. Oui, pas de souci. Donc voilà, donc il y a des investissements fort conséquents qui ont été faits, il y en a encore qui sont prévus. Et donc l'objectif maintenant, c'est de pouvoir boucler l'ensemble des projets pour 2018. Et chez vous, Marie Monville? Alors, à Stoumont, pour 2017, une programmation qui est très raisonnable. On atteint à peine le million d'euros. Et cependant, ça va beaucoup bouger dans les prochains mois, puisqu'on a attribué pas mal de marchés ici fin 2016. Et on a quand même des projets qui vont se concrétiser en 2017. C'est-à-dire, donc, on va avoir un aménagement de 500 000 euros à l'Orsay. On va refaire 10 km aussi de voirie sur l'ensemble du territoire. On va refaire une nouvelle buvette de foot à Stoumont, 180 000. Et également, alors, on va acquérir, alors, il y a l'acquisition des lits de la mairesse. Donc ça, c'est un projet très important pour nous en 2017, pour 375 000 euros. Mais je voudrais quand même aussi insister sur le fait que les deux grands enjeux futurs pour Stoumont, c'est l'entretien du réseau routier, parce que nous sommes une commune très étendue et nous avons quand même 370 km de route de voirie communale à entretenir. Et par ailleurs aussi, nous avons notre propre réseau d'eau. Et donc là, on a pas mal d'investissements à faire. On a fait des investissements pour 700 000 euros de 2009 à aujourd'hui. Mais on doit encore investir 1 million d'euros dans les prochaines années. Donc ce sera aussi, ça fera partie des enjeux majeurs et des priorités des années à venir. Merci à tous les quatre d'avoir partagé. Vous vouliez ajouter? C'est peut-être une piste pour mes collègues. Nous, on a beaucoup investi en matière d'isolation des bâtiments. Nous, tous les bâtiments sont isolés maintenant. Les chaudières ont toutes été rénovées. Donc voilà, ça c'est un investissement Comment très l'extraordinaire vient au intelligent. secours de l'ordinaire. Voilà, tout à fait, tout à fait. Pour nos écoles. Oui, tout à fait. On investit, nous, dans une chaudière biomasse qui chauffe les principaux bâtiments. Ça a coûté 250 000 euros, mais c'est subsidié à 90%, via la région wallonne. Ça, ce sont des investissements intelligents, comme ils le sont tous d'ailleurs. Merci pour ces Ce sont des gens précisions. raisonnables. Merci pour ces précisions. La nouvelle n'est quand même pas mauvaise, que les finances des communes, en tout cas ici autour de la table, ne sont pas catastrophiques, comme on l'entend souvent de manière générale. Et puis on était dans l'air du temps, parce que ce matin, il y avait une réunion des différents parlements qui se penchaient justement sur les finances communales. Nous, à Verviers, on aura eu aussi notre débat sur les finances communales le même jour. Voilà, merci à tous les quatre. On referme cette émission et puis on se retrouve pour un prochain débat. Ce sera bien sûr jeudi prochain.